les amis, alors on se retrouve sur cette rentrée de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés de chez Arcana Sacra, les nouveautés que j'ai souhaité vous présenter sur la chaîne en service presse. Donc il y a 3 jeux. Je vais les découvrir avec vous parce que je ne les ai pas ouverts. Et je ferai des présentations après individuelles sur ces jeux-là. Donc là, ça va être juste une petite découverte. Et puis, il y a un livre que je vais vous présenter sur cette vidéo. Voilà, alors avant de découvrir ensemble ces nouveautés d'Arcana Sacra, juste vous donner quelques petites infos, notamment sur mes projets et sur le site. Alors, je vais commencer par le site, mon site internet. J'ai changé d'hébergeur. Alors, c'est la même adresse, c'est-à-dire que c'est ciadelsol.fr. C'est toujours pareil, donc ça ne change pas, sauf que vous serez redirigé vers un nouvel hébergeur, vers un nouveau site. Alors, je viens de le faire à peine. Je ne sais pas si tout fonctionne, j'espère. Normalement, j'ai tout paramétré. Mais des fois, on a des petites surprises, forcément. Je ne connais pas le site encore. Et je ne sais pas au niveau commande, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Voilà, sur ce site. Donc, à voir. Ensuite, au niveau des projets. Alors, au niveau des projets sur la chaîne, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de changement à venir, je ne pense pas. Vous retrouverez toujours les services presse avec les présentations de jeux, de livres. Vous retrouverez toujours les battles de jeux, parce que je me suis bien amusée à faire, je ne fais qu'une vidéo sur ce thème-là, mais je me suis bien amusée, donc voilà, on fera ensemble ces petites battles. Vous retrouverez également les tirages sur les mois, donc les énergies des mois à venir. Ça, il faut que je m'y remette. Voilà, je vais essayer en tout cas. J'ai une autre idée de jeu, de petits jeux à faire sur la chaîne. Ça va être les tu préfères. Voilà. Donc on fera ensemble les tu préfères. Ce sera une liste de questions. Ça m'a toujours amusé ces jeux, les tu préfères. Alors souvent c'est des trucs à la con. Et c'est ça qui est marrant d'ailleurs. C'est des choses impossibles en fait à choisir et voilà, où on se prend la tête sur tu préfères avoir 6 bras ou avoir 3 yeux, enfin voilà, se prendre la tête sur des trucs, à se dire alors attends, mais bon, ça me fait rien. Bon, là, ça sera pas dans ce cadre-là, mais ça sera les tu préfères au niveau du domaine des jeux, des oracles, des tarots, des petits Lenormand, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la chaîne? Il y aura toujours, oui, les vidéos acquisition du mois, ou découverte du mois. Et voilà. Voilà pour les projets sur la chaîne. Après, il peut y en avoir au fil de l'eau, on verra. Ensuite, mes projets créatifs. Je ne peux pas trop vous en parler encore. Comme vous savez, je crois que je vous l'avais évoqué, je suis sur plusieurs jeux en même temps que je travaille. Et je laisse chaque fois le jeu se démarquer. Voilà, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que j'ai jamais travaillé sur une seule chose. Je travaille sur plusieurs choses à la fois, et puis il y en a un qui prend le pas. Mais c'est pas moi qui décide, c'est le jeu lui-même quelque part. C'est comme ça. Et là, alors vraiment, sur les 2 jeux que j'ai travaillé, ça a été une course sans arrêt. C'est-à-dire que le jeu numéro 1 avait démarré plus rapidement parce qu'il est beaucoup plus simple que le jeu numéro 2, qui stagnait. Puis le jeu numéro 2 a fait une avancée énorme qui a dépassé le jeu numéro 1, parce que très excitant à travailler, parce que très complexe. Et je pensais vraiment que ça allait être le 2 qui allait prendre le pas, même si je me disais c'est pas logique, parce que celui-là est beaucoup plus simple à faire. Et au final, hop, dépassement de nouveau de ce jeu numéro 1. Donc voilà, là ça y est, c'est trop avancé avec celui-là pour que ce ne soit pas celui-là. Donc ça sera ce jeu qui sortira en premier et celui-là sortira par la suite. Alors je suis là, il est là, voilà, mon jeu test évidemment. Je fais toujours ça, je fais toujours mes petites cartes test. Alors on retrouve les notions avec, on retrouve en fait les cartes, le nom des cartes, les numéros, toujours travailler avec la numérologie bien sûr, et on retrouve les notions pour chaque carte. Moi ça me permet de balayer et de voir la faisabilité de ce jeu, la conception, est-ce que ça fonctionne ou pas. Est-ce qu'il y a des répétitions qui ne vont pas? Est-ce que ça prend en compte assez largement les choses?
Est-ce que c'est pas trop non plus restrictif? Est-ce que il y a un équilibre vachement important dans les cartes? Ouais, ça, il faut toujours le regarder. Donc c'est vraiment pour moi ça, la grande phase de test, et j'ai toujours besoin de le faire quand je fais un jeu. Et puis ça m'aide aussi pour faire les tirages en fait. Voilà, j'ai pas besoin qu'il y ait les illustrations. Moi j'ai besoin qu'il y ait mes cartes et je peux faire mes petits tirages et m'en servir et voir si ça fonctionne. Donc là, il y a pas mal de phases de test qui ont été validées. Donc ça continue. J'ai déjà commencé une grosse partie du livret, la première partie. Le livret, je pense, sera physique cette fois. Et on a commencé à travailler avec la dessinatrice, qui est une amie. On a commencé à travailler sur les illustrations. Alors, on commence doucement. Hein. On en est, je crois, à la carte numéro 6. Il y a 55 cartes dans le jeu. Donc, voilà. Il y a encore pas mal de taf, mais je suis assez contente du démarrage. Donc, je vous le montrerai quand ça sera un petit peu plus avancé. Je partagerai avec vous certaines illustrations. Et en même temps, j'aurai besoin de votre avis aussi concernant des choix à faire. C'est toujours intéressant, en fait, de voir ce qu'en pensent les personnes qui, justement, s'y connaissent, se servent des oracles, des tarots. Alors, je sais que quand on demande l'avis comme ça, et qu'on laisse deux choix, c'est compliqué parce que forcément, on n'a pas une unanimité complète et on va avoir voilà, certains qui vont être pour ce choix-là, d'autres pour ce choix-là. Et des fois, ça complexifie encore plus. Mais peut-être qu'il y aura un choix qui dominera, ou peut-être que un argument qui fera phare, qui fera un sens pour moi, mais ça c'est vachement important et qui m'aide en fait à cheminer. Et je me dirais, mais voilà, mais en fait c'est ça, et c'est effectivement ce que je ressens. Donc vous demandez votre avis, mais moi j'aime bien vous lire parce que vous allez me donner des choses qui vont peut-être éclairer. Et je partirai peut-être pas sur le jeu, enfin sur le choix où il y a eu l'unanimité, mais peut-être sur une réflexion qui a été très intéressante. Donc bref. Donc ça, je ferai en temps voulu. Voilà pour mes projets créatifs. Bon, après, j'en ai plein d'autres, hein, mais je vais me concentrer sur celui-là, sinon je m'éparpille trop. Ensuite, projets d'atelier là qui vont se mettre en place. Alors, atelier sur les cartes, parce que c'est celui-là qu'on m'a demandé, qui va voilà, pas tarder. Je pense que sur le mois d'octobre, j'en ferai un, ou fin septembre, je ne sais pas, il faut voir. Et la numérologie, je pense, suivra aussi. Voilà, bon, voilà pour les news. Maintenant, on va voir ensemble les nouveautés de chez Arcana Sacra. Donc, je remercie les éditions Arcana Sacra pour leur envoi, pour leur confiance, et puis pour leur très beaux jeux, parce que c'est vraiment des jeux toujours de qualité et c'est toujours un régal. J'adore en fait, puis j'adore l'odeur qu'il y a dans ces jeux. Voilà. Je suis fan. Alors, donc moi j'ai choisi, puisque en fait on nous demande, voilà, on nous montre la liste des jeux qui sortent, et puis on choisit ce qu'on a envie de présenter sur la chaîne. Alors moi j'ai choisi le Petit Lenormand Enchanté de Stéphanie Gras, voilà, qui est connue puisqu'elle a fait plusieurs jeux. On a toujours, je trouve, avec elle des illustrations très féeriques, où on se sent dans un petit cocon, un petit univers à elle. Les couleurs ont l'air jolies. De ce que j'ai vu en fait sur le mail que j'ai reçu, je me suis dit, oh là, il a l'air sympa au niveau des couleurs. Donc à voir. Donc voilà le dos. Mais tout ça, je vous le lirai, on les découvrira bien ensemble. Oh, très très joli. Voilà, là vraiment, je découvre avec vous. Je les ai sortis du carton et j'ai pas voulu ouvrir pour le voir avec vous. Donc, on a un petit livret qui est tout petit. Voilà. Ça sent bon. Voilà, donc bon, on le verra ensemble. Et les cartes. Ah, alors, je vous montre l'intérieur de la boîte.
C'est très très beau. Il a l'air très très beau. Hop. J'adore le dos. Alors déjà, je suis fan du dos. Magnifique ce dos. Très très beau. Ah là là là. Magnifique. Bon, je vais pas... Je vais pas tout regarder parce que sinon vous n'aurez plus rien à découvrir. Donc je vous en montre quelques-unes. On a le cavalier. On a, je trouve, j'ai l'impression, ah oui, des cartes avec des bleus magnifiques. Hein. Très profonds, ces bleus. Le vert aussi est très très beau. Hein. Alors je vous en montre quelques-unes, mais on les découvrira ensemble. Voilà le bouquet. Les oiseaux. Allez, la dernière, l'enfant. Elle est sublime. J'adore. J'adore. Bon, allez, on découvrira tout ça sur ce petit Lenormand enchanté. Je pense que je vais, dès que j'aurai arrêté cette vidéo, je vais me mettre à le regarder, à le potasser, à lire le petit livret et puis à vous faire la présentation dans la journée. Alors, vous risquez d'avoir du coup les deux vidéos assez proches, hein, celle-ci et la présentation de ce petit Lenormand. Ensuite, j'ai l'oracle des femmes, des animaux et des animaux de pouvoir de Maylis. Alors, on va mettre les lunettes. Oui, Maylis Hersant. Voilà, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, hop, donc là on va avoir un jeu qui va traiter du féminin, puisqu'on va avoir que des personnages féminins qui vont être attribués à des animaux et des énergies, les énergies de ces animaux. Alors là aussi on a un petit livret. Oh là là, mais alors, magnifique. Alors, on est dans le bleu, dis donc. Oh, le dos est sublime. Alors, je vous montre l'intérieur de la boîte. Là aussi, présentation à suivre. Oh là là, mais qu'il est beau ce dos. Il y a un bleu qui est sublime. Voilà, là, par exemple, on a le saumon. Ah, on a des cartes qui sont... Ah oui, on a des cartes particulières hein, sur les premières. Hein. Le chaman. Et on a les dragons. Voilà, les dragons du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Ok. Et après, on a, voilà, avec les animaux, du coup, l'abeille. Me tarde de voir le petit livret. Le toucan. La pieuvre. Il y a le symbole de l'infini sur celle-ci. Le chat. Voilà, bon, allez, on découvrira ça sur une prochaine vidéo. Hop là. Ensuite, un autre jeu où j'ai hésité. J'ai hésité à le choisir, celui-ci. Mais en fait, ma curiosité a été trop importante. J'ai hésité parce que je ne m'y connais pas tellement. Et justement, je crois que j'ai envie d'apprendre. J'avais pris un jeu il y a quelque temps. Il faudrait que je le retrouve, je ne sais plus lequel c'était. Sur ce système-là, qui est le Yiking. Donc, c'est un coffret de Yiking pour votre avenir. Et j'ai eu l'impression, en regardant vraiment, en m'informant sur ce jeu, qu'il était super bien fait, que le livre allait être une mine d'informations parce que, alors j'ai pas regardé évidemment, mais il me semble que l'auteur, je crois que c'est ce qui est marqué derrière, hein, en fait une approche plus simplifiée ou en tout cas plus, peut-être avec un côté plus psycho, je ne sais pas si elle n'est pas psychologue, l'autrice hein, du jeu. Et donc, si elle n'a pas mis cette vision-là et une approche plus simple en accompagnement, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, non, ah oui. Ben, le livret, il est énorme. Voilà, on a un très gros livret, dis donc. Ah ouais, ah c'est super. Ouais, non, j'ai bien fait, je pense, hein, parce que je pense que
que ça va être un jeu qui va être intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On a une petite carte. Ah oui, avec les trigrammes, je pense. Trigrammes, je crois que ça s'appelle comme ça. Me semble. Oui, c'est marqué. Combinaison des trigrammes. Ok. Ah, c'est bien, parce qu'on se le met à côté, ça. Ça peut vachement aider. C'est chouette. Et il y a des numéros en plus dessus, oui, qui je pense correspondent après pour aller chercher sur le livre, selon sur quoi on tombe. Donc c'est bien, je trouve. Et on trouve les sapèques dans leur petit pochon. Voilà, donc j'ai hâte en fait d'aller découvrir ce jeu en fait. Voilà. Et ensuite, un très beau livre des éditions de Trajectoire. Donc un livre d'Emmanuel. Alors je ne vous ai pas dit de qui c'est le Yiping. C'est Agnès Matz. Voilà, aux éditions Grancher. Donc, édition Trajectoire, Éternel Tarot, Histoire, Pratique, Tirage d'Emmanuel Pinon. Le voici, le voilà. Un très bel ouvrage. Esthétiquement parlant, je le trouve sublime. Voilà, je le trouve sublime. Alors, celui-ci, je l'ai reçu un petit peu plus tôt que les jeux. Donc, j'ai eu le temps, en fait, de le potasser, de le regarder, de le lire. Voilà, pour pouvoir vous le présenter. Je vais vous le présenter dès maintenant. Alors, on va tourner la caméra, comme ça, vous aurez une meilleure visibilité. Alors, découvrons ensemble ce bel ouvrage. Hein. On va commencer par lire ensemble le dos. Donc, le tarot et son usage sont de toute éternité et chaque arcane est un univers en soi. Dans cet ouvrage richement illustré et documenté, vous découvrirez les origines du tarot et comment ce jeu mythique et fascinant a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Pinon relève ici le formidable défi d'étudier le tarot dans toutes ses dimensions et sous ses multiples facettes, tout à la fois jeu de cartes à jouer et art divinatoire, incluant ses aspects historiques, symboliques, linguistiques et ésotériques. Cet ouvrage se veut également pratique, vous y trouverez développées différentes méthodes de tirage de façon simple, concrète et participative, ainsi que leurs interprétations claires et précises, à partir de la symbolique des arcanes majeurs et mineurs. À ce titre, la lecture originale et passionnante de l'auteur apporte un point de vue ésotérique singulier sur chaque carte, permettant de découvrir et de comprendre la corrélation du tarot avec les nombres ou encore l'arbre de vie de la Kabbale et les lettres hébraïques. Voilà donc l'autrice du livre. Donc, elle est astrologue, praticienne de tarot et formatrice en soins énergétiques. Emmanuel Pinon est passionnée de métaphysique et de symbolique depuis son adolescence. De par sa pratique, elle favorise l'élargissement de la conscience du plus grand nombre. Voilà, allez. Voilà, allez, il est très très beau ce livre esthétiquement, je le trouve mais alors magnifique. Donc, on a la préface. Donc, elle vous dit un de plus. Ben oui, c'est un livre en plus sur alors, pas l'interprétation du tarot. Parce que si vous cherchez un livre où vous allez avoir vraiment les interprétations possibles de chaque carte, ben, ce n'est pas le livre peut-être qui vous correspondra le mieux. Là, on va avoir une approche plus... pour comprendre en fait, remettre en fait le jeu dans son histoire, dans son jus, dans les événements qu'il y a eu, voilà, dans son époque, mais aussi voir les nombres, la Kabbale, etc. Donc on a plus des explications comme ça sur le tarot plutôt qu'un récapitulatif de mots-clés ou d'aides au niveau de la signification de chaque carte. Donc voilà, un de plus, bien sûr, chaque livre évoque le point de vue de son auteur et celui-là, comme les autres, voilà, va nous parler du point de vue du coup de cette autrice voilà, qui fait beaucoup référence à la numérologie, donc je pense qu'elle a pas mal travaillé sur la numérologie. Voilà, donc là elle nous explique comment elle a rencontré le tarot. Et elle nous dit encore une fois que c'est sa vision à elle qu'elle partage, bien sûr.
Donc, les jeux de cartes. Donc là, on va partir sur les jeux anciens d'époque. Et donc, d'abord sur le papier. Hein, voilà, avec la naissance du papier. L'enseigne des cartes. Donc, les enseignes qui diffèrent selon le pays. Hein. Donc, par exemple, les enseignes latines, on retrouve denier, épée, coupe, bâton. Germanique, on va retrouver le gland, le grelot, la feuille et le cœur, etc. Ensuite, la cinquième enseigne, les triomphes. Donc une partie d'explication comment sont arrivés ces triomphes. Alors c'est toujours supposé puisque sur l'histoire, là aussi on peut lire plusieurs avis, plusieurs hypothèses. Hein, ça ne reste finalement que des hypothèses. Même si sur certaines choses, bon, ben, on est sûr puisqu'on a retrouvé certains éléments, on a des dates. Sur d'autres, voilà, on est un petit peu plus mitigé, ou du moins les auteurs sont un petit peu plus mitigés et peuvent se contredire sur certaines choses. Le tarot ou les tarots au fil du temps. Alors moi, je le trouve très beau ce livre, et puis j'adore le fait de voir ces illustrations, moi, qui me plaisent énormément, donc c'est toujours un régal en fait. Donc à la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance. Voilà. Donc les jeux qu'on retrouve à cette époque-là. Le temps des grands monarques. Donc là, on est au XVIIe siècle et là au XVIIIe siècle. Donc là, on retrouve le tarot dit de Paris. Voilà, donc au XVIIIe siècle, avec des petites explications sur Antoine Court de Gébelin, 1784, sur Étéia, 38-91. Voilà, la Révolution française, avec le tarot de Besançon, au moment de la Révolution. Donc une révolution plus tard. Donc ça, on reconnaît le Grimaud. Ensuite, la lecture des arcanes. Donc, les estampes. Ensuite, le nom des arcanes majeurs avec les changements qu'il y a pu avoir, ou sur certains jeux, on retrouve des erreurs, point d'interrogation, parce que est-ce vraiment des erreurs? Voilà, on peut se poser la question. Donc, il y a des noms qui sont particuliers sur certaines cartes, dans certains jeux. Donc, elle revient sur tout ça. Les numéros des arcanes majeurs. Voilà, on utilise les chiffres romains que l'on additionne toujours, il n'y a pas de soustraction. Et les enseignes, là aussi, il y a des noms qui peuvent être différents dans l'écriture. La lecture historique, la lecture symbolique, donc on voit les différentes approches de lecture, les enseignes latines, les dérivants. Voilà, mais forcément, il y a eu des choses qui ne respectent plus après le codage de départ. Hein, voilà, c'est les différents usages du tarot. Alors là, on va être d'abord sur un usage de cartes à jouer, de jeu, hein, avec le tarot à jouer, donc de la prise à la garde contre. Voilà, donc une explication sur ça. Et puis après, l'art divinatoire. Qui apparaît quand même très tôt, puisque il y a une illustration qui le représente. Voilà, donc l'utilisation des cartes à jouer pour lire l'avenir est très ancienne, déjà en 1508. Voilà, un peintre et graveur hollandais a peint une toile à ce sujet qui s'appelle la tireuse de cartes. Voilà. Symbolique et signification des arcanes. Alors, à la croisée des chemins. Donc là, on nous parle en fait du cheminement hein, dans les arcanes majeurs. C'est un cheminement, on part sur un chemin à la rencontre finalement de soi hein, quand on va utiliser ces arcanes majeurs. Des choix à faire. Alors là, on vous parle de tous les jeux qu'il y a. Donc, elle ne va pas parler de tous les jeux fantaisistes hein, qui suivent après, qui ont des modifications, qui changent complètement. Donc, elle repart sur vraiment les premiers jeux du tarot de Marseille. Voilà, donc
c'est bien parce qu'on a un choix à faire si on veut vraiment un jeu d'époque. Hein. La racine numérique, donc elle explique comment on retrouve l'essence d'un nombre selon que l'on ajoute plusieurs nombres, donc de faire la réduction en fait. Le tarot en perspective. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Le temps du tarot s'étend sur plusieurs siècles, il n'est pas né de nos dernières pluies. On ne peut ignorer ses arrière-plans historiques. Le tarot parle l'ancien François. Il fait référence à des temps où les paysages n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, où l'environnement quotidien des personnes ne l'était pas non plus. Des temps où les modes de pensée, les connaissances, les valeurs, les contraintes et les craintes différaient des nôtres. Des temps où les référentiels symboliques ne renvoyaient pas aux mêmes repères que ceux de l'époque actuelle. C'est pourquoi j'ai voulu associer à chaque arcane une sorte de petit propos contextuel propre, je l'espère, à mettre en perspective le tarot. Alors, voici comment va se présenter les présentations de chaque arcane majeur. Donc, on a le nom, on a une explication sur le nom avec les différentes écritures, on a l'image. Voilà, alors l'image que l'on voit ici, mais dans la partie mais aussi, elle vous parle que dans d'autres tarots, ça peut être inversé, ou il peut y avoir tel objet, etc. Ensuite, il y a une grande partie sur le nombre, donc là, le nombre 1 en l'occurrence, et puis cette partie qui le relie à l'histoire. Donc là, on va nous parler des baladins. Voilà. Donc c'est bien de le remettre aussi dans son contexte, ça peut aider. Signification symbolique, ensuite. Voilà. Et ça, on va le retrouver sur tous les arcanes. Alors, peut-être je vais vous en prendre un au hasard et on va le regarder ensemble. Allez, ben, la justice. Donc, la justice. Le nom, bon, on n'a qu'une écriture. Donc, du latin justitia signifiant l'application correcte de la loi par opposition à l'arbitraire. La justice est la règle de ce qui est conforme aux droits de chacun. C'est également un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. La justice est une vertu cardinale. À l'étranger, le nom de la lame est aussi Thémis, qui est le nom d'une titane de la cosmogonie grecque. Fille du ciel et de la terre, elle incarne la loi divine qui gouverne le comportement des hommes. Ensuite, donc l'image, le commun, un personnage tenant une balance à fléau et une épée. La justice est une femme blonde ou châtain assise sur une chaise à haut dossier. Sa coiffe est un mortier judiciaire. Il était porté sous l'Ancien Régime par les présidents à mortier de la grande chambre du Parlement. Par-dessus son mortier, elle est couronnée. Elle porte un épée collier d'or torsadé. De la main droite, elle tient l'épée de justice qui tranche et sanctionne, principe de verticalité. Dans la main gauche, une balance à fléau figure l'équité, principe d'horizontalité. C'est le respect de la contradiction que de sous-peser chacune des deux parties qui s'expriment. Alors, la partie mais aussi. La justice peut être debout ou assise sur un coffre. Elle est le plus souvent une femme, mais a aussi été représentée par un personnage à deux faces, l'une féminine et l'autre masculine, ou encore par un ange. Les deux larges ailes de l'ange semblent bien être à l'origine du haut dossier de la chair. Dossier qui, une fois, n'est qu'en fait qu'un drapé. La justice n'est pas toujours coiffée du mortier. Sa tête peut être nue, couronnée ou couverte d'une coiffe à volant de style étaplois. Dans un des plus anciens jeux, l'arrière-plan est occupé par un chevalier en armure montant un cheval caparaçonné. Il chevauche tête nue, l'épée à la main. Un jeu le représente le sein droit dénudé et faisant le geste d'allaiter. Enfin, un autre montre la justice avec un bandeau sur les yeux, ce qui est le symbole de son impartialité. Voilà. Donc, explication sur le nombre. La justice a le numéro 8, excepté une fois où elle permute avec le chariot dont elle prend le numéro 7. 8 est une conscience qui, du sein de sa terrestréité, se met en résonance avec le Créateur et le dévoile. Le 8 symbolise un équilibre cosmique. C'est le 4 du monde manifesté auquel s'ajoute un autre 4, celui du monde non manifesté ou du moins à un autre niveau. La verticalité est donnée par l'épée, l'horizontalité par la balance. 8 est le temps d'une nouvelle création, du passage à un autre plan. Un cycle commence où l'homme qui a maîtrisé le premier plan est renouvelé comme ressuscité. La signification symbolique, donc la justice incarne la loi suprême en tant que ce qui doit advenir, ce qui doit être, c'est la providence, la main de Dieu qui gouverne le monde et veille sur les destins. La justice, dont l'élément est l'air, évoque une faculté de discernement, une intuition de la vérité et un jugement détaché. La justice est réaliste.
Avec elle, une vérité apparaît. Elle a un profond désir d'authenticité et de mise en ordre et représente la droiture et le devoir. Elle est simple, directe, sans détour, mais aussi franche, honnête et loyale. C'est elle qui mesure, fait le point, clarifie, examine, différencie, estime, évalue, compare, soupèse. Elle cherche la juste attitude, celle de l'équilibre et de l'équité. La voie du milieu, le droit chemin. La justice est une autorité morale qui permet de dominer les passions. Elle s'efforce de juger sagement, prenant des décisions, tranchant et faisant le nécessaire. Elle est impartiale et intègre. Avec elle, c'est un peu l'heure de vérité. Les mensonges et faux semblants sont dévoilés, ce qui était tué révélé. C'est aussi un peu l'heure des comptes. Ce qui a été accompli doit se manifester comme tel. La justice parle de responsabilité, d'assumer les conséquences de ses actes, de récolter ce qui a été semé. Elle corrige et se corrige, ajuste, rétablit un ordre, une cohérence, recevant ce qui lui revient en rendant à chacun ce qui lui est dû. Mais la justice, c'est aussi ça, c'est aussi ce avec quoi on ne transige pas. Et elle a une fâcheuse tendance à mettre les pieds dans le plat. Elle dénonce et monte à l'assaut au nom de ses valeurs. Alors, devise de la maison de Pérus, donc fais ce que doit et advienne que pourra. De la même façon, fort de ses intransigeances, ses jugements peuvent être abrupts, voire expéditifs et définitifs. Si elle manque d'empathie, elle devient froide, indifférente et sévère, et tranche dans le vif. Si elle est abusive ou oppressive, elle peut générer des conflits. Elle suscite alors de l'incompréhension, un sentiment d'injustice, de l'amertume, de la rancœur et même du désespoir. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force. Et pour cela, faire ce qui est juste soit fort. Ou que ce qui est fort soit juste. Blaise Pascal. Voilà, et puis on a cette petite explication où on revient au niveau historique. Les vertus cardinales, donc là on va nous parler. Donc dans l'Antiquité grecque, Platon affirme que dans l'ordre des vertus, la sagesse est la première, la tempérance vient ensuite, le courage occupe la dernière place. Quelques siècles plus tard, la chrétienté parlera de 4 vertus cardinales, c'est-à-dire fondamentales. Ce sont la justice, la prudence, la force et la tempérance. Elles sont toutes les 4 présentes dans le tarot. Elles indiquent les valeurs et mérites propres au juste. Ce sur quoi les relations humaines devraient pouvoir s'appuyer. Ce sont 4 tendances de l'âme qui témoignent des qualités d'être et de conscience d'un individu. C'est pourquoi elles sont reconnues comme étant du mérite de la personne elle-même et non comme des grâces venues d'en haut. À ces 4 vertus sont associés 4 préceptes philosophiques de la sagesse. Vouloir pour la justice, savoir pour la prudence, oser pour la force et se taire pour la tempérance. Chacune des 4 vertus est aussi reliée à un des 4 éléments. La justice est l'air, la prudence, encore appelée la sagesse ou le savoir, est la terre. La force, le courage, est le feu. Et la tempérance est l'eau. Voilà, donc petite explication sur les vertus cardinales. Voilà, je vous ai fait toute une lecture d'un arcane, comme ça vous avez une idée de comment est écrit le livre, comment c'est mené, et voir si ça correspond à ce que vous cherchez dans la compréhension du tarot. Donc, on continue. Donc, présentation de tous les arcanes majeurs. Donc, on a une partie maintenant, tirer le tarot. Donc là, on va passer un petit peu plus à la pratique. Donc, consulter les sorts. Donc là, c'est bien parce que ce sont des questions que l'on peut se poser. Qui demande? Donc, celui qui demande pour lui-même ou pour un tiers qui le consulte est le cartomancien. C'est le nom le plus ancien, mais il a été tellement chargé d'une image surannée qu'aujourd'hui, on parle de tarologue. Qui répond? Le sort est une puissance à laquelle est prêté le pouvoir de présider au destin. C'est également, dit-on, une puissance supérieure qui, pour définition même, répond à l'oracle. Mais qui donc répond? Avec qui? Avec quoi? Sommes-nous en lien lorsqu'on tire le tarot? Quelle est la motivation de ce qui répond? La question mérite d'être posée car elle n'est pas sans conséquence. Elle n'est pas toujours abordée et chacun a sa propre réponse parmi ceux qui en parlent. Donc, y a-t-il quelqu'un? Voilà, donc pour certains, ce qui répond est l'âme du tarot. Pour d'autres, une sagesse antique. D'autres, ça sera un guide, le monde invisible. Il y en a qui pensent être en contact avec les anges, etc. etc. Voilà. Donc voilà, on a encore cette partie-là. Y a-t-il un autre moi-même? Avec un autre plan, en fait, si on va dans un autre plan.
Et là, il n'y a personne. Il y a enfin ceux qui n'adhèrent pas à la notion d'oracle, n'envisagent aucune connexion avec quoi que ce soit. Voilà, donc c'est très intéressant à lire ça. L'avenir comme un faisceau de probabilités. Prédire ou prévoir. Croche-pied ou tarot. Connais-toi toi-même. Ensuite, on a les différents tirages de tarot. Alors, le tirage à une lame, le tirage à 4 lames. Donc ça, c'est le tirage en croix. Hein. Donc avec une première proposition, une deuxième proposition, mais je crois qu'on le voit mieux derrière, en fait. Oui. Donc voilà, sur le tirage en croix, sur la première proposition, on va avoir le consultant face à la problématique, situation ou personne. La problématique, situation ou personne dont il est question. Ce qui va advenir lors de l'interaction consultant-problématique. Et ce à quoi aboutira cette interaction dans le futur. Voilà. Et la seconde proposition, on a tout ce qui est favorable au consultant, ce qui est défavorable, ce qui est de la question aujourd'hui et qui prépare demain, et ce qui en résultera. Voilà, ça c'est un petit peu plus classique peut-être sur la méthode en croix. La lame de synthèse centrale, donc on va additionner en fait toutes ces lames pour trouver la lame centrale hein, qui va nous parler de synthèse. Donc il y a eu toute une explication comment on fait pour faire ces ajouts et pour trouver la lame. Et ensuite, on peut faire les synthèses axiales. Donc, ça va être la synthèse de la carte 1, la carte 2. On va les étudier ensemble, cet axe horizontal, mais on va faire aussi une carte synthèse en les ajoutant. Et pareil pour la carte 3 et 4. Donc là, on vous montre hein, ce que ça va donner. Là, on vous propose de vous entraîner sur les calculs numérologiques. Voilà, en synthèse horizontale, verticale, centrale. On vous fait des propositions de tirage et puis voilà, c'est un exercice. Donc là, on vous montre ce que ça peut donner. Donc on se retrouve avec les 4 cartes ici. La centrale, donc qui est un petit peu plus grisée, donc c'est l'ajout de ces 4 cartes. Ensuite, on a l'axe horizontal ici et l'axe vertical ici. Voilà. Ensuite, tirage à 2 lames. Le tirage à 7 lames, donc là on a, je vais vous le montrer là puisqu'il est montré ici, on a les 3 premières cartes qui représentent le passé et on a problématique, action, résultat, mais dans le passé. La 4e qui montre la problématique qui est le présent et les 3 dernières qui montrent les actions, les résultats et le futur. Voilà. Le tirage des 12 lames, donc c'est le tirage astrologique et derrière on a les maisons astrologique. Voilà. Et puis là, on a les résultats de l'exercice. Voir si on s'est trompé ou pas. Esquisse d'interprétation. Donc, sans dessus, dessous. Donc là, on nous parle des 2 aspects de chaque lame, hein, puisqu'il y a un aspect toujours positif et négatif dans chaque lame. Il faut voir les 2 versions, les 2 côtés. Et puis, vous avez un tableau où on vous met les cartes qui sont plutôt positives en général, plutôt négatives en général et qui sont neutres en général. Donc ça, c'est vraiment une vision de l'auteur, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Après, bien sûr qu'il y a du négatif et du positif dans chaque carte, ça il ne faut surtout pas l'oublier, et qu'une carte, selon en fait, selon le tirage que l'on va faire, puisqu'il y a des tirages positionnels, hein, ce qui est en pour, ce qui est en contre, on va devoir voir les deux axes. Selon la question aussi, si par exemple je prends une question, je sais pas, relationnelle, sentimentale, et que j'ai par exemple l'ermite ou la papesse en réponse, ça va pas être super positif sur une question sentimentale. Par contre, si j'ai une question sur un projet d'introspection que l'on a envie de mener, j'ai l'ermite qui sort, ben là il est hyper positif. Ou un projet de nouvelle formation d'études, j'ai la papesse, elle est hyper positive. Donc en fait, selon la question, tout change en fait sur ces axes positifs et négatifs. Donc là, on a un concentré d'essentiel, donc c'est un petit récap, un petit mémo sur les significations des arcanes majeurs. Voilà. Ensuite, on a les personnages dans le tarot, un homme ou soi-même
si on est un homme, et les cartes qui représentent une femme, le père, l'époux, la mère, le couple, la famille, les enfants, les grands-parents, etc. Et on a les cartes qui peuvent représenter ces personnages-là. On a maintenant les environnements. Donc l'enfance, qu'est-ce qui va représenter l'enfance? Le passé, etc. La solitude, le travail, la réussite, l'échec, les vacances, les voyages. Voilà. Ensuite, interprétation pas à pas. Donc là, on va nous prendre un exemple de tirage. Et puis, on va faire le tirage ensemble. Donc, il y a vraiment un tirage qui est montré, en fait, qui est expliqué. Donc, on va avoir toute l'explication du tirage avec les synthèses, etc. Voilà, encore une explication. Donc, ça, c'est bien. Ça permet de mieux comprendre. Donc, voilà, là, ça va être en 7 cartes, en 2 cartes, la maison astrologique. Voilà, donc là, on a des exemples. Voilà, maintenant on va arriver sur la partie des arcanes mineurs. Donc là c'est beaucoup plus succinct. Donc on va avoir les 4 enseignes avec les significations de chaque enseigne. On va avoir les nombres et les honneurs. Donc là on va jusqu'au 10 et des explications sur ces nombres-là. Et les honneurs, on n'a pas de signification sur les honneurs. On a juste le personnage que c'est. Voilà. Commentaire numéral. Donc, les nombres simples jusqu'à 9. Donc, de nouveau, là, il y a une explication sur les nombres. Sur certains couples. Voilà. Les 7 passent 3 fois. Alors là, voilà, c'est une explication sur les 3 septénaires. Là aussi. Ensuite, on a... donc là, c'est chaque fois en fait des études que l'on peut mener sur l'étude des cartes, selon les groupes que l'on peut faire. Donc là, on est sur 2 novénaires et une trinité. Voilà, donc de 1 à 9, de 1 à 9 de nouveau, enfin de 10 à 19, enfin à 18. Et puis les 3 qui restent, qui s'appellent les 3 trinités. Voilà. Changement de plan, la dizaine, donc une explication sur ce nombre 10. Ensuite, on a l'arbre de vie, qui est associé donc à des nombres. Je crois que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une explication sur ces nombres de l'arbre de vie. Là, il y a un exemple comment on pourrait positionner les cartes du tarot selon les nombres de l'arbre de vie. Donc, on repart pareil, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on repart 11, 12, 13, 14, voilà, on les met à l'inverse et on voit les binômes que cela forme aussi, c'est intéressant de les étudier aussi ensemble. Et ensuite, on voit les lettres hébraïques avec le tarot, donc une explication des lames et des lettres hébraïques. Voilà, l'épilogue, la bibliographie. Et on va retrouver à propos de l'auteur. Voilà, et la table des matières. Voilà pour la présentation de cet ouvrage. Voilà, j'attends moi votre retour, s'il vous intéresse ou pas, si c'est ce que vous attendez ou pas, sur un ouvrage du tarot, c'est toujours très intéressant. En tout cas, il amène une autre approche, je trouve, qui est intéressante et qui est bien aussi à prendre en considération. En fait, c'est un plus à ajouter à d'autres lectures de tarot. Il y a certaines parties où j'ai bien aimé. Voilà, mais moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et à vous dire à très vite. Bye bye.